Donc, je suis venu avec Stéphanie Lemay, DRH de la ville d'Angoulême, qui nous parlera des actions qu'elle a menées dans le cadre du contrat prévoyance en prévention sur les agents de la ville d'Angoulême et les résultats, les premiers résultats qu'elle a pu obtenir. Je voulais, en introduction, préciser qu'on parle de prévoyance non pas en santé, mais de prévention, excusez-moi, non pas en santé, mais en prévoyance. Donc on est dans la prévention de la prévoyance de la fonction publique, prévoyance complémentaire de la fonction publique. Les fonctionnaires en France représentent pratiquement un actif sur 5. C'est une niche en tant que telle, la prévoyance des fonctionnaires, mais c'est une niche qui couvre un Français sur 5 actifs sur le marché. Par rapport à cela, on a un deuxième élément. Le deuxième élément est lié aux attentes que l'on a quand on fait de la prévention en prévoyance. Pourquoi fait-on de la prévention en prévoyance finalement? Le risque prévoyance en France sur la fonction publique, mais je pense comme dans le privé, augmente chaque année de manière régulière. Il augmente sur la base d'évolutions réglementaires, notamment de l'âge de la retraite qui a été repoussé et qui a probablement pas fini d'être repoussé. Et cela entraîne la fragilité des populations les plus âgées. Il augmente aussi sur la base de problématiques sociétales, et je pense que les années qui viennent, dès maintenant, la santé mentale de la population active en France est un vrai souci. Et cette thématique santé mentale est reprise de manière très intense dans les pays anglo-saxons, où de plus en plus il y a un suicide sur le lieu de travail, mais jusqu'à meurtre sur le lieu de travail aussi. Donc on est sur cette double logique, ne pas augmenter à l'infini des tarifs. L'assureur ne peut pas avoir comme seule réponse en prévoyance une augmentation continue des tarifs, car face à une augmentation continue des tarifs, il y aura un désengagement des acheteurs. C'est clair. On ne pourra pas monter comme ça à l'infini le tarif de la prévoyance. On devra travailler sur le risque en tant que tel ou sur les garanties. Et sur le risque, donc, on travaille sur la prévention. Notre prévention a pour spécificité non pas d'amener une offre supplémentaire sur les TMS, RPS, que vous voulez. En France, aujourd'hui, il y a, je crois, près de 10 000 préventeurs individuels. Il y a des centaines de sociétés dont bon nombre sont au bord, d'ailleurs, du dépôt de bilan, bien souvent, aussi curieux que cela puisse paraître. L'exercice du métier est très compliqué pour ces sociétés. Une offre présentée sous forme de catalogue avec des milliers ou des dizaines de milliers de formations, groupes de réflexion, préparation et que sais-je. Par contre, nous, on a décidé d'amener des outils de mesure. On s'est dit, pour mener des actions, c'est bien beau de mener des actions, mais on va mener des actions où, pourquoi, comment. Et on s'est mis aussi à la place de DRH comme Stéphanie à la ville d'Angoulême, en disant Stéphanie, elle va recevoir un catalogue épais comme ça et choisir dedans ce dont elle a besoin pour ses agents. Alors bien sûr, Stéphanie, elle, a des groupes de travail en interne, elle en parlera aussi, qui fournissent un canal de remontée d'informations sur la santé de ses agents et leur bien-être au travail, je dirais, leur qualité de vie au travail, justement. En prévoyance, on va être dans la qualité de vie. On ne va pas être tant sur la cigarette, le vaccin. On est sur la qualité de vie, le bien-être au travail, qui sont les premiers déclencheurs de l'absentéisme. Donc, ce que l'on amène, c'est un outil quantitatif, finalement, d'analyse, avec des algorithmes à l'intérieur qui ont été développés par des data scientists, qui visent, à partir des données sociales, du bilan social, comme on appelle ça en collectivité, des agents de la collectivité, ce bilan social est injecté dans ce modèle et on ressort des axes de prévention derrière. Des axes de prévention qui tournent notamment autour d'un point central, qui est l'engagement, le désengagement respectif des salariés et de leur employeur. Dans la vie d'aujourd'hui,
Euh, c'est un point qui, de notre point de vue, est central. Quel est le niveau d'engagement des employés? Est-ce qu'ils sont surengagés, juste engagés, désengagés? Et comment est perçu l'employeur aussi par ses employés? Est-ce qu'il est perçu comme étant lui-même engagé ou désengagé vis-à-vis des employés? Et donc on va chercher à identifier ces éléments au travers du bilan social, de cette analyse quantitative avec les outils dont on dispose en interne, pour segmenter derrière et basculer ensuite dans un échange à partir de ce premier niveau de résultats quantitatifs, dans un échange qualitatif avec la collectivité, qui va nous permettre de déterminer quel type d'action on peut mener. Stéphanie vous parlera de ces actions, et une fois qu'on a mené ces actions, nous, on va revenir toujours avec le même outil en termes d'indicateurs pour déjà mesurer quel a été l'impact de ces actions sur ce qu'on va appeler la santé au travail. Et quel est le niveau d'engagement des salariés après ces actions-là? Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Quel est leur niveau de plaisir ou de souffrance dans leur métier? Et cela en le déclinant donc par département jusqu'au plus fin, puisqu'on est parti d'un bilan social disponible, qu'on rend anonyme, et on redescend dans le détail de la collectivité au travers de cela. Et la mesure après coup va nous permettre de voir si l'impact de l'action a été déjà que d'un point de vue, j'allais dire, psychologique, est-ce qu'elle a eu un impact ou pas? Bien évidemment, il y aura la deuxième mesure derrière, et la deuxième mesure, ça va être le nombre d'arrêts de travail en incapacité ou invalidité que l'on va constater dans les 2 ans suivant les actions qu'on a menées. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a commencé à se faire ça il y a environ 3 ans, et que dans 100% des cas, au bout de 2 ans, on a une baisse de 10% de l'absentéisme, en tenant compte bien sûr de la dérive naturelle du risque d'une année sur l'autre, qui est de 3 à 4%, et on arrive à 10% de baisse, ce qui nous permet d'être un acteur déjà solide sur le marché, et d'être passé, on avait 300 environ clients, 300 adhérents à notre mutuelle en 2011. À fin 2017, nous allons nous approcher des 100 000 adhérents en prévoyance. En l'espace de 6 ans, on est passé de 300 à près de 100 000, en arrivant à maîtriser le risque et en apportant aujourd'hui des outils de maîtrise de ce risque en dehors des augmentations tarifaires. Alors, bien sûr, tout ça est plus compliqué, je ne rentre pas dans le détail. Je vais plutôt laisser la parole à Stéphanie qui va parler, elle, d'actions plus concrètes et de comment cela aussi est vécu depuis l'interne. Parce que moi, j'ai une vision externe, on apporte des outils, puis il y a un interne, une direction des ressources humaines qui se les approprie et qui demain va les faire vivre au travers des actions qu'elle va mener et de l'utilité qu'elle va pouvoir en tirer. Stéphanie. Bonjour. Donc je vais redonner quelques éléments de contexte au préalable. Donc la ville d'Angoulême, c'est à peu près 1000 collaborateurs, permanents et non permanents. Et donc nous avons mis en place ce contrat de protection sociale pour assurer une couverture sociale pérenne auprès de nos collaborateurs depuis le 1er janvier 2016. Donc signature d'une convention au 1er janvier 2016 avec Territoria. Plutôt une réussite dès le départ, puisque 98% de nos agents ont adhéré en prévoyance. Alors le contrat comprend deux options, enfin il y a la prévoyance et la santé. Donc 98% de nos agents ont adhéré à la prévoyance et 54% à la santé. Nous participons à hauteur de 8 € bruts par mois et par agent sur la prévoyance et de 5 à 10 € bruts par mois sur la santé en fonction des revenus nets imposables de l'agent. Donc on pilote la convention en fait sous forme par un comité de pilotage, puisque cette convention elle est tripartite. On l'a passée avec une autre collectivité qui est le Grand Angoulême. Donc 2 collectivités et une mutuelle. Donc pilotée de façon régulière. On se voit tous les semestres avec nos élus en charge des RH, les DRH. Et les partenaires sociaux que nous associons sur la deuxième partie de réunion. L'idée, c'est d'avoir un dialogue social qui soit le plus transparent possible. Donc, nous partageons toutes les informations avec nos partenaires.
Le premier compte de résultat a fait apparaître, a mis en évidence, et c'est ça qui a été intéressant et qui nous a fait démarrer notre démarche de prévention, mis en évidence les principales pathologies portées par les dossiers ouverts, à savoir que 35% de nos dossiers ouverts concernaient des pathologies en lien direct avec les risques psychosociaux. Donc ça, c'était des données plutôt intéressantes, puisque nous, en interne, on a déjà des signaux, enfin des indicateurs qui peuvent être les alertes du médecin, les alertes du CHSCT, des alertes sur des collectifs en tension. On voit bien un taux d'absentéisme, mais secret médical oblige, on n'a pas les raisons des arrêts de travail. Donc là, cette vision était plutôt intéressante et est venue objectiver déjà l'idée qu'on pouvait se faire de la dégradation du climat social. Nous, on a du coup fait un focus un peu plus important, c'est-à-dire qu'on a croisé tous nos éléments de bilan sociaux au travers d'un premier diagnostic que j'ai appelé Prédiag, RPS. Donc là-dessus, on a repris les bilans sociaux, les PV des CHSCT, les conclusions des différents... on avait mené déjà trois diagnostics en interne ciblés sur des collectifs ou des services qu'on avait repérés comme étant en tension. Donc ces diagnostics nous ont permis de tirer à la fois des mesures spécifiques au service, mais aussi des causes un petit peu plus macro, donc plus liées à l'organisation du travail au sein de la collectivité. Et puis, nous avons abondé également ce Prédiag par des entretiens avec les managers, avec certains agents, puisqu'on rencontre régulièrement les agents en RH. Et puis, Territoria nous a proposé, nous a mis à disposition un outil qui est l'IB, l'indice de bien-être au travail, et qui s'est révélé aussi un très très bon outil, à la fois pour objectiver, pour concrétiser réellement quel était l'état, le niveau d'engagement de nos collaborateurs. Et du coup, l'indice a donné un indice de bien-être qui était, je trouve, beaucoup plus parlant pour nos dirigeants. Et ce qui m'a, moi, beaucoup aidé en interne pour avoir du portage ensuite sur la démarche, que ce soit par la direction générale ou par les élus. Voilà. Quand on arrive, c'est vrai, avec les alertes du médecin du travail, on a toujours des réactions un peu oui, c'est chez nous comme ailleurs. Voilà, on a tendance à minimiser. Et c'est vrai que cet indicateur a permis d'objectiver pas mal, nous a bien aidé. Alors cet indicateur, je ne vais pas rentrer dans les détails, il est intéressant parce qu'en fait, il mesure le désengagement à partir d'une indisponibilité, donc l'absentéisme, mais aussi des sorties forcées. Par sortie forcée, on entend les sorties dont l'employeur est à l'origine, donc ça va être des départs en retraite non remplacés. Et les collectivités sont en pleine maîtrise très contrainte de leur masse salariale en raison de la baisse des dotations. Donc moi, je fais à peu près une vingtaine d'équivalents temps plein par an actuellement, à mission constante. C'est-à-dire qu'il faut continuer à maintenir la qualité du service public en diminuant les ressources, donc c'est pas simple. Donc on a mesuré les sorties forcées, donc qui sont ces départs en retraite non remplacés, qui sont également des fins de contrat ou des licenciements, qui sont également des reclassements imposés à l'agent pour des raisons médicales. Et puis on y ajoute également le désengagement de l'agent, qui se traduit là plutôt par des souhaits de mobilité, voire des mutations dans d'autres collectivités. Et donc on est arrivé à un indice qui est dit contraint, c'est-à-dire qu'il y a une échelle qui vous permet de vous classer par rapport à d'autres collectivités. Nous sommes arrivés sur un niveau contraint avec un taux d'engagement estimé à 8%. C'est-à-dire que 8% de notre masse salariale, en gros, pourrait être économisée. Ça représente 3 millions d'euros, donc c'est pas rien. 3 millions d'euros, c'est le coût direct et indirect des risques psychosociaux dans notre collectivité, pour une masse salariale d'à peu près 40 millions d'euros. Alors, on s'est donc mis encore plus au travail. Ce qui était intéressant aussi avec cet IB, c'est que, avec cet indicateur, c'est que en partant du constat de l'OMS, qui est de dire que finalement à peu près 50% de l'absentéisme est signe de désengagement, on en a déduit une part compressible de notre absentéisme qui a été évaluée autour de 40 équivalents temps plein, c'est énorme, à l'année. Et on s'est dit objectivement avec la direction générale qu'on pouvait tabler comme premier objectif un gain d'à peu près 19 ETP. 19 ETP, ça représente les suppressions de postes que je dois faire sur l'année 2018.
Donc l'idée, c'est de compenser les baisses de dotation, donc les baisses de ma masse salariale, par un gain sur l'absentéisme et donc par un travail autour du bien-être au travail. On s'est donc mis en mode projet avec un comité de pilotage et un groupe de travail. Le rôle du comité de pilotage, constitué des élus, la direction générale et de la DRH, c'était de définir les objectifs de la démarche engagée, les indicateurs du projet, de donner mandat à un groupe de travail et de valider les méthodes proposées par le groupe de travail. Le groupe de travail a été constitué des membres du CHSCT. À cela, on a ajouté le médecin du travail, l'assistante sociale, des managers volontaires, puisqu'on le verra déjà à travers le prédiagnostic, il y avait un enjeu managérial très fort, et de référents développement durable qui ont également travaillé, mais par le biais de l'agenda 21, sur tout un axe lié au bien-être au travail. Donc le mandat du groupe, c'était de proposer, sur la base d'un prédiagnostic établi en interne, de proposer des mesures de prévention, enfin un plan d'action. Alors je vais passer peut-être sur les éléments du prédiag. Juste les éléments majeurs, en fait, quatre familles de signaux. Des signaux plus en lien avec la sécurité et la santé au travail, donc un fort absentéisme. Des visites spontanées chez le médecin du travail en très forte augmentation, plus de 150% sur 2 ans. Des restrictions d'aptitude et des déclarations d'agression en hausse. On est plutôt, nous, sur de la violence externe, mais on commence aussi à voir apparaître des cas de violence interne. Alors, c'est encore très tabou, mais on commence à poser les mots. Des signaux relatifs plus à l'organisation et au fonctionnement de la collectivité, avec une réorganisation de grande ampleur en 2014 qui a suscité plus de 60 mobilités internes. Donc autant dire 60 personnes plus ou moins forcées de bouger sur des nouveaux postes, donc des personnes qui ne sont pas tout de suite opérationnelles, qu'il faut former et qui se retrouvent néanmoins dans un contexte de changement important avec des équipes aussi à accompagner, alors que même ne sont pas encore bien stabilisées sur le nouveau poste. Donc cette réorganisation en tout cas a nécessité plus de 2 années pour être stabilisée et retrouver un fonctionnement à peu près de routine, quoi. Une forme d'insécurité, alors ça peut sourire peut-être qu'on parle d'insécurité dans l'emploi, mais c'est le cas dans les collectivités. C'est vrai qu'on a peu de risques de perdre son emploi, mais on a en tout cas une forte instabilité du fait de l'évolution des compétences, du transfert de compétences. On peut demain se retrouver dans une autre collectivité, donc régie à d'autres règles RH, dans d'autres conditions salariales, dans d'autres conditions de travail en tout cas, sans que ce soit voulu par l'agent. Il y a également une règle qui est posée dans la fonction publique qui dit qu'on est titulaire de son grade mais jamais de son poste, donc on peut changer de poste à tout moment. C'est le cas aussi dans le privé effectivement, mais c'est vrai que dans le public, on a longtemps laissé les agents, les fonctionnaires dans un certain confort, et aujourd'hui, les réformes qui nous sont imposées nécessitent qu'on se mette également en mouvement, à l'instar des entreprises privées, et c'est vrai que c'est compliqué pour des agents qui ont été plutôt confortés dans un... Je n'ai pas parlé d'immobilisme, ce serait un peu fort, mais en tout cas dans un confort et une très forte stabilité. Des signaux sur le travail lui-même, avec donc une baisse de dotation, un pilotage très très serré de la masse salariale, comme j'ai dit tout à l'heure, des départs non remplacés et des missions qui restent à maintenir, et un niveau de qualité fort attendu par nos élus et nos administrés. Et puis des signaux sur les relations de travail et les rapports sociaux qui se tendent, avec des collectifs en tension et des conflits qui émergent. Donc le groupe de travail, pendant 6 mois, s'est réuni à 5 reprises. Il a disposé, j'ai mis également à disposition 2 jours de formation action. Formation à la fois donc sur les risques psychosociaux et comment les appréhender, mais je voulais aussi que le groupe soit en mesure de pouvoir formaliser son travail de façon à ce qu'il puisse être reçu le mieux possible par la direction générale et qu'on puisse derrière obtenir leur adhésion et le portage attendu. Et ça a été un travail très intéressant, et ça a permis une rencontre entre le groupe de travail et le comité de pilotage qui a été un moment fort de la démarche, qui s'est déroulé là il y a 3 semaines, où chaque membre du groupe de travail a pu prendre la parole et exposer avec ses mots en fait ses propositions, qui ont été bien sûr construites sous forme de co-développement. Donc ça, c'était plutôt intéressant sur la forme. Dans le fond, donc 5 thématiques qui ne sont pas
j'irais finalement très exceptionnel et qu'on pourrait retrouver dans chaque collectivité ou entreprise. Après, la singularité, elle tient plus aux actions qu'on va décliner derrière et qui vont être bien plus propres et spécifiques au collectif qui nous intéresse. Donc sur ces 5 thématiques, on a diffusé une culture de prévention des risques professionnels. Ça passe par un réseau d'assistants de prévention, donc des référents sur le terrain. Ça passe par un dispositif de signalement et de prise en charge des situations avérées de RPS qui soit plus actualisé. On a déjà un dispositif en interne, mais qui peut déclarer? Est-ce seulement la personne qui est en souffrance ou est-ce qu'un collègue ou un manager peut le déclarer? Si oui, selon quelles règles du jeu et sous quelle forme? Comment on garantit l'anonymat, la confidentialité et comment on assure la prise en charge et le suivi derrière? Il y avait donc une deuxième thématique qui portait plutôt sur la qualité de vie au travail dans le fonctionnement de la collectivité. Et là, ça passait par un vrai dispositif d'accompagnement du changement par rapport à toutes les réformes qui sont en cours et qui nous attendent encore. Ça passe par la question du télétravail. Ça a été proposé notamment par les managers. Éventuellement une expérimentation qui pourrait être menée en 2018. Une réflexion aussi autour du droit à la déconnexion et d'une charte des temps. Une troisième thématique autour du rôle de la place et des moyens de l'encadrement. La mobilisation de la communauté managériale a été jugée comme étant un axe prioritaire dans ce plan d'action. Ça passe par le partage d'une culture managériale sur des valeurs, des pratiques et des postures également partagées. Ça passe par une formation en continu des managers, notamment sur la question des risques psychosociaux. Ça passe par des ateliers d'échange et de co-développement entre managers pour cultiver justement cette démarche managériale. Et ça passe aussi, et ça, on vient de le mettre en place et ça marche très bien, par un dispositif d'appui managérial. C'est-à-dire qu'à effectif constant sur ma DRH, sur ma direction, j'ai déployé un ETP dédié à l'appui managérial. C'est-à-dire qu'il est là en conseil auprès des managers qui le souhaitent sur des situations sur lesquelles le manager n'arrive pas à agir. Donc on tourne autour des questions de l'autorité, de la discipline, mais également de l'accompagnement, de la conciliation vie privée, vie pro et jusqu'où je vais en tant que manager dans la vie privée de l'agent. Si cette vie privée peut à un moment donné impacter l'organisation du travail. Voilà, toutes ces questions-là, ça marche très très bien. On est extrêmement sollicité par les managers qui sont peut-être plus à l'aise sur ce dispositif que sur les dispositifs d'ateliers d'échange où il faut oser venir exposer sa problématique et quelquefois c'est même si c'est une représentation qui est je pense erronée, mais c'est aussi présenter ses failles à ses pairs et ça on n'a pas toujours envie. Voilà. Le quatrième axe, c'était la communication et la circulation de l'information, et notamment veiller à l'accès à l'information pour tous, ce qui n'est pas toujours le cas quand les agents n'ont pas de messagerie. Donc, il faut vraiment être vigilant à tous les réseaux de communication qu'on peut utiliser. Et puis, le cinquième axe tournait autour des violences internes et externes. Donc aujourd'hui, on en est à une présentation qui a été faite au comité de pilotage de ces différentes propositions. Le comité de pilotage, dans 15 jours, doit rendre compte au groupe de travail sur les arbitrages qu'il aura fait sur le plan d'action. Et il devra également préciser de quelle manière le mandat du groupe de travail va évoluer. Parce que le premier objectif est atteint, c'est-à-dire la proposition des actions de prévention. Maintenant, il y a lieu de voir sur quoi on fait évoluer le groupe de travail. Pour moi, le groupe de travail n'a pas à porter ce plan d'action. Il doit être porté par la direction générale et les managers. Néanmoins, ce groupe de travail peut venir être contributeur sur certains axes du plan d'action, notamment tout ce qui tourne autour de la cohésion, des outils de cohésion d'équipe. Il pourrait l'être aussi sur les éléments qui tournent autour de la déconnexion et de la charte des temps, à condition bien sûr de fixer les règles du jeu en amont. Voilà. Je vais un petit peu vite, mais peut-être qu'on aura des questions. Je sais pas si. Non, c'est bien, allez-y. Voilà, on a je pense que la question des RPS n'est pas la seule question de prévention qu'il faut aborder. On est également très vigilant sur la question des troubles musculo-squelettiques, merci, les TMS. On est nous particulièrement touchés puisqu'on a une population qui est assez vieillissante et qui a été exposée pendant des années à des conditions de travail assez pénibles, notamment dans les écoles, la restauration et les services techniques.
Je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Donc aujourd'hui, on agit à travers une convention avec le FIPHFP, qui est l'équivalent de la GFIP dans le secteur privé. Donc une convention qui tourne autour du maintien dans l'emploi et qui nous permet d'adapter des postes de travail sur mesure pour limiter l'absentéisme et maintenir les gens sur leur poste de travail. Ça marche plutôt bien, mais on est tout le temps dans le curatif, donc on voudrait dès 2018 agir beaucoup plus en amont des pathologies. Voilà. Oui, C'est c'est très bon. bien. Oui, comme ça, je prends une question dans la salle. Si la salle a une question, profitez-en parce que pour une fois, nous avons une cliente quand même. Donc, c'est le moment. Ok, d'accord. Non, mais moi, écoutez, moi, j'en ai une, Stéphanie, question toute simple. Est-ce que dorénavant, la prévention devient un point central, voire obligatoire de toute démarche partenariale en couverture prévoyance ou santé? Et à quel point, en fait, la prévention peut prendre une part importante Dans notre choix de prestataire. Ouais, exactement. Alors, Oui, je sais, j'ai toujours des questions un peu compliquées. je vais peut-être aller plus loin. La prévention, elle est de fait obligatoire, parce qu'on est régi comme les entreprises du secteur privé à la partie du Code du travail. Ouais. Et d'ailleurs, les RPS en font partie. Donc, oui, bien évidemment, et c'est pas ça qui va orienter notre choix sur tel ou tel assureur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les prestations complémentaires qui peuvent être proposées par un assureur. J'en avais listé d'ailleurs, ça faisait partie de. Je vais reprendre mes notes, j'en profite. Oui, vous avez raison. Alors ce que j'ai trouvé intéressant dans ce partenariat avec Territoria, c'est déjà de pouvoir avoir accès à des données auxquelles nous n'avions pas accès. C'est-à-dire d'identifier les causes de la maladie ordinaire. Ça, nous, on ne peut pas. On a un arrêt de travail, on a une durée de travail, absolument pas connaissance des motifs. Donc c'est vrai que pouvoir traduire sur ce premier compte de résultats que 35% de nos arrêts en maladie ordinaire sont consécutifs à ce qui peut s'assimiler à des risques, enfin des troubles psychosociaux. Pour nous, c'était déjà une donnée qui avait toute son importance, donc, et qu'on va pouvoir du coup mesurer d'année en année. C'est ça qui est vachement bien, dans le respect du secret médical. Après, ce que je trouve intéressant, c'est toutes les prestations complémentaires qui peuvent graviter autour du contrat. Là, la mesure de l'IB, qui a été en plus gracieusement proposée par notre mutuelle, nous a beaucoup aidé, surtout, je disais tout à l'heure, à traduire cette démarche par un portage fort de la direction générale. C'est la condition de toute façon pour que ce type de démarche de prévention fonctionne, c'est que ce soit vraiment porté au plus haut niveau. Donc ça, c'est vraiment... qu'on puisse avoir cette boîte à outils, c'est quand même super intéressant. Et du coup, alors... si j'ouvre un peu cette boîte à outils, j'aimerais bien aussi y trouver. C'est le moment, c'est le moment ou jamais. Ouais. Voilà, pourquoi pas des prestations complémentaires type plutôt intervenant en prévention et en risques psychosociaux. Aujourd'hui, de plus en plus, moi, je vais chercher des professionnels, soit du coaching, ça commence à se faire de plus en plus, également des professionnels plutôt c'est du diagnostic RPS, mais qui ne se limite pas à me faire un diagnostic, parce que moi, le diagnostic en lui-même, en général, il reste lettre morte. J'ai vraiment besoin, et même le diagnostic, on peut le faire en interne maintenant, on sait le faire, avec les outils en plus que vous nous proposez. Là où vraiment le prestataire il va nous apporter une aide, c'est sur la mise en mouvement derrière. C'est vraiment nous aider à adapter notre plan d'action, à nous aider à travailler sur l'animation de groupe pour faire émerger des solutions.